Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce mardi matin est Stéphane Desallier-Dupin. Il est conseiller régional de Bretagne, également conseiller municipal dans l'opposition à Lamballe-Armor. Il est en direct avec nous ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Alors Stéphane Desallier-Dupin, beaucoup d'actualités en ce moment en Bretagne, mais aussi en France. Les deux étant, j'allais presque dire, liés. On voit cette société qui se fracture de plus en plus. Comment vous la vivez sur le terrain, vous, élu, cette société qui se fracture? Est-ce que vous la ressentez? On la ressent profondément. On la ressent profondément et pas uniquement en regardant la télévision le soir sur n'importe quelle chaîne d'information continue. On la ressent très concrètement lorsque, dans une commune rurale, voire littorale, de nouveaux arrivants nous expliquent que le chant du coq, que le bruit du tracteur, que voilà. Donc, pardon de ramener ça à des choses très triviales et très basiques, mais ça participe de ça, oui. On est dans une société fracturée, où plus on parle de vivre ensemble, ou plus on parle de faire ceci ou de faire cela, de faire société, de faire nation, etc. Moi, on le fait parce que, je crois profondément, on a refusé pendant des années de transmettre ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire ce qui était notre histoire commune, ce qui était notre culture commune. Lorsqu'un président de la République nous explique qu'il n'y a pas de culture française, voilà, on arrive à ces résultats-là. Justement, à l'Assemblée nationale, il y a un texte de loi qui va être déposé, qui va sans doute être voté, pour essayer de préserver les agriculteurs en particulier. Ça fait suite à cet agriculteur qui a reçu une très forte amende parce que ses vaches faisaient du bruit et sentaient mauvais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on a une société qui se casse, vous avez en partie donné la réponse, mais qui se casse même sur ces petites choses du quotidien? Oui, parce qu'on supporte plus son voisin. Profondément. On supporte plus son voisin parce que on n'imagine pas également qu'un monde rural... les écolos ont une partie de la réponse quand même dans cette histoire, ou de la cause, à force d'expliquer à tout le monde que le monde rural et l'agriculture singulièrement, ça pollue. Vous avez vu, c'est sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a eu la tempête, ces tweets d'agriculteurs qui sortaient son tracteur avec sa fourche, et il était au volant et la photo était sur la fourche. Il disait rassurez-vous, pour dégager les routes, les pollueurs arrivent. C'est chargé de sens. Ça dit des choses, quoi. Donc voilà, il y a aussi une rupture entre la ville, la grande ville, la métropole, et la campagne, parce que de bonnes âmes, pendant des années et des années, ont suréné des choses qui étaient fausses. Est-ce que justement ces deux populations, celle de la ville et celle de la campagne, ne peuvent plus se parler, ou il y a encore quelques petites passerelles? Autrefois, il y avait des passerelles parce que il y avait toujours une relation de famille, c'est-à-dire que dans la famille, on se souvenait d'un cousin qui était resté dans son coin en Bretagne, voilà, et on est allé quelques fois. Aujourd'hui, cette relation de famille s'est distendue, ou elle n'existe plus, et oui, c'est difficile, et la représentation sociale que l'on fait de la ruralité et de l'activité agricole singulièrement, et là j'en veux terriblement un certain nombre de mouvements, pas uniquement politiques, des mouvements d'idées en général, condamnent le monde agricole, ceux qui nous nourrissent, ceux qui avaient comme fierté de nous nourrir, à être des pollueurs, parfois des assassins dans l'élevage. Enfin voilà, tout ça est l'absence de modération dans les mots, les nouveaux concepts à la mode, tout ça a détruit beaucoup de choses, oui. Alors on a aujourd'hui une mode, si vous me permettez le terme, qui tente aussi à avoir un activisme très important au niveau écologiste. On a vu ces défenseurs du climat bomber, alors je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas mettre de la bombe de peinture orange sur un sapin à Strasbourg. Sur un sapin de Noël. De Noël, oui. Sur un sapin voilà. De Noël. Installé en centre-ville de Strasbourg, le sapin de Noël de Strasbourg. Non, mais je pense que c'était pour les deux, c'était pour le sapin et pour le de Noël. Donc là, on va au-delà de l'écologie, là, on va sur du dogmatisme, sur autre chose.
On va sur de l'idéologie, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de sauver un sapin, il s'agit de condamner ce qui est une tradition, ce qui est un usage, qui est une façon de vivre ensemble, qui est toujours notre façon de vivre ensemble, et que l'on veut détruire pour... Vous savez, il y a cette espèce du table rase du passé pour créer un monde nouveau qui, en général, est beaucoup plus terrible, beaucoup plus cruel, beaucoup plus criminel que le précédent. On est dans ce registre-là. Alors on parle de monde criminel, on parle en tout cas de monde anxiogène. Il y a eu cette attaque au couteau à Paris ce week-end, ce touriste allemand qui a perdu la vie sous les coups de couteau. Alors on dit d'un déséquilibré, mais qui était quand même radicalisé. Non, faut arrêter. Avec les déséquilibrés, si vous voulez. Non, stop. Là, il y a des mesures qui n'ont pas été prises, qui sont pas forcément des mesures en droit, hein. C'est pas forcément de la loi en plus, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément de la loi en plus, c'est une façon d'exécuter la loi. Alors il n'est pas de bon ton de critiquer les juges, mais il y a quand même un petit sujet qui demeure, hein. Comment ça se fait qu'un certain nombre de personnes de ce type soient encore dans les rues? Il faut prendre le taureau par les cornes et admettre qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas être un danger permanent pour leurs concitoyens. Bon. Mais sur le fond des choses, ce sont des personnes qui se perdent dans des idéologies du moment, qui ne connaissent pas d'ailleurs, hein, parce que ce serait faire crédit à une culture générale qui souvent ils n'ont pas. Parce qu'également, on était incapable de transmettre quoi que ce soit de notre fierté d'être français. On leur a expliqué que nous étions coupables de tous les maux du monde à travers l'histoire, des colonies, en passant par je ne sais quel conflit. Voilà. Donc il y a un moment où il faut savoir dire, et se dire à soi, qu'on a une belle histoire, qu'on a une belle culture, que cette langue qui est belle a été transmise un peu partout à travers le monde, que ça peut constituer notre fierté, et qu'en plus, elle est ouverte, et qu'on peut y adhérer, et qu'on peut devenir français, mais à condition, évidemment, qu'on en devienne français de toute son âme, et pas uniquement de ses papiers. Alors, on le voit avec justement ce phénomène de radicalisation de certaines personnes. Que faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut avoir une méthode plus radicale, si vous me permettez le terme? Est-ce qu'il faut expulser les OQTF une fois pour toutes? Ou est-ce qu'il faut essayer de les réinsérer dans la société? Est-ce que c'est possible selon vous? Moi, je pense qu'il y a un moment où le nombre ne permet plus l'insertion dans de bonnes conditions. Donc, je pense qu'il faut faire respecter la loi, que quand les OQTF sont prononcées, elles doivent être exécutées. Ça, c'est une réalité, et que le nécessaire doit être fait en parallèle dans l'éducation, notamment dans l'éducation nationale. Moi, je suis malade pour un certain nombre de professeurs qui essayent de transmettre ce qu'est notre pays, ce qu'est son histoire, ce qu'est même à travers de simples cours de biologie ou de sciences physiques, et qui s'autocensurent parce qu'il ne faudrait pas dire ceci ou il ne faudrait pas dire cela. Donc, redonner de l'autorité à ceux qui la portent, ça vaut évidemment pour les forces de l'ordre, mais ça vaut aussi pour les enseignants, de façon à ce que, on fasse découvrir et aimer notre pays de ceux qui ont la prétention de y vivre et de s'y installer. Alors on a un conflit au Proche-Orient, cette réponse d'Israël à l'attaque de Hamas du 7 octobre, conflit qu'on a imaginé ne pas venir sur le territoire français. Or il est là aujourd'hui, on voit cette fracturation de la société française, les pro-israéliens, les pro-palestiniens. Là aussi on a l'impression que ce conflit crée un nouveau fossé dans la vie française et même dans la relation des Français entre eux. Oui, parce qu'on veut à tout prix s'identifier à un tel ou à un tel. Et oublier que la France, dans ce conflit-là, a ses intérêts. Que son premier intérêt, c'est la paix au Moyen-Orient. Et que, plutôt que de se dire... vous savez, je suis Charlie, je suis israélien, je suis palestinien. On pourrait très bien se dire je suis français, et la France a un rôle à jouer. Elle a joué un rôle au Moyen-Orient, et c'était pas si loin que ça encore. Quand on se souvient du discours de Dominique de Villepin à l'ONU,
et avant, évidemment. Donc nous, notre rôle, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Notre rôle, c'est de nommer les choses, ça c'est clair. Un terroriste est un terroriste, mais également d'essayer de trouver, ou de participer, sans être prétentieux, à trouver les chemins de la paix pour tous, pour les Israéliens, pour les Palestiniens, quelle que soit leur confession, qu'ils soient de confession musulmane, qu'ils soient de confession chrétienne, parce que je rappelle quand même qu'à Gaza, aujourd'hui, un certain nombre d'églises, comme un certain nombre de lieux musulmans, sont bombardés, comme les autres. Donc voilà. Donc je crois que ce conflit que l'on importe, entre guillemets, dit le peu d'intérêt, de confiance, d'amour que l'on a pour son pays. Et que on pourrait très bien avoir un avis raisonné sur, même si c'est difficile, hein, je vous l'accorde, sur le conflit, sans rentrer dans une forme d'identification ou un tel des belligérants à partir du moment où nous sommes français. Est-ce que la France est encore écoutée au Proche-Orient, au Moyen-Orient? On a l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui. C'est moins le cas on a une politique étrangère qui s'effondre. Hein. Faut quand même se dire les choses. Notre présence en Afrique subsaharienne, elle s'est cassée la figure. Notre opération Sahel a été un échec. Les propos ridicules du président de la République au Liban, c'était il y a quelques années. J'en étais malade pour le ministre à l'époque en charge des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Je veux dire, les propos du président de la République étaient ridicules. Vous savez, le général de Gaulle, lorsqu'il volait vers le Liban en 1941, disait « Je volais vers l'Orient compliqué avec quelques idées simples. » Lui n'a pas pigé que c'est l'Orient compliqué, quoi. Donc, ouais, notre politique étrangère s'effondre. Elle se recroqueville, on se passe de la compétence de nos diplomates. D'ailleurs, on refuse désormais qu'il y ait un corps diplomatique en soi, et on se concentre sur quelques personnes à l'Élysée. Tout ça est dramatique. Avec des mots qui n'ont pas été dits. Alors voilà, là on va arriver sur le terrain politique. Stéphane de Sadier-Dupin. On y était profondément. Hein. On y était profondément. J'allais presque dire le terrain franco-français, si vous me permettez ce terme, avec quelque chose qui s'est tendu dans la politique française depuis là aussi ce conflit au Proche-Orient, avec des mots qui n'ont pas été dits. Le mot terroriste qui n'a pas été prononcé par plusieurs dirigeants français, on peut le dire. Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu le prononcer, et depuis on a l'impression d'une espèce de fuite en avant, d'une politique qui tourne à l'affrontement, beaucoup plus depuis ce 7 octobre. Moi je pense qu'il y a des formations politiques en France qui ont pour vocation à amener les conditions de la révolution. Mais c'est vieux comme tradition politique, hein. Et que tout ce qui peut tendre la situation est mise en exergue de façon à aboutir à cette situation chaotique qui amène à la révolution. Bon, la révolution, on sait comment ça se termine. Hein. Ça se termine par le parti de l'ordre. Moi, je fais partie d'une formation politique qui a pour ambition et tradition de rassembler les Français. Hein, c'était l'idée du rassemblement pour la France, du rassemblement du peuple français, voilà. Et c'est ça la priorité aujourd'hui. Seulement, ne pas habiter tout ce qui confronte, très difficile aujourd'hui. On parlait d'agriculture tout à l'heure, et ne pas. Vous savez, on est dans un monde de communication où les propos excessifs sont automatiquement repris, et lorsque vous n'avez pas de propos excessifs, eh bien, ça n'intéresse plus personne. Lorsque vous avez un élément un peu argumenté, qui forcément est un petit peu plus long qu'un tweet, ou qu'une punchline, je le fais dans le texte, forcément c'est beaucoup moins repris. Donc je pense que tout le monde a à se poser la question là-dessus. Les propos de M. Mélenchon sont excessifs pour vous, dangereux même, on entend dire ça. Ils sont là à dessein pour créer le chaos et aboutir à la révolution. C'est sa logique politique, c'est sa logique, voilà. Donc il faut le savoir, il faut savoir le dénoncer à dessein, non pas en criant
comment dirais-je, à tel ou tel, en réaction à tel ou tel mot, mais simplement en disant clairement que cette formation politique a pour objet d'aboutir au chaos, d'où sortira la révolution. On entend aussi beaucoup de voix d'observateurs, d'observatrices de la vie politique qui s'interrogent en disant voilà, aujourd'hui la position de LFI fait que le Rassemblement national de Madame Le Pen engrange des points et se prépare finalement pour les élections européennes, on va en dire un mot tout à l'heure, mais aussi pour la suite, pour 2027. Ouais, mais vous voyez, moi, je veux bien qu'on parle de peloche, comme on dit, hein, qu'on parle de parti politique, de réflexe partisan, de tactique et pas de stratégie. Mais la réalité des Français, elle est aujourd'hui tout autre. Elle est effectivement d'une forme de peur parce que on a du mal à... J'ai encore un commerçant qui me disait récemment que sa fille ne voulait plus sortir le soir pour aller prendre un pot parce qu'elle voulait plus rentrer toute seule, et ce dans l'emballe, hein, dans une ville, dans une petite ville de province. Ça, c'est la réalité. Une famille qui n'arrive plus à se loger parce que on a créé un truc écolo qu'on appelle zéro artificialisation nette, qui nous interdit de construire un certain nombre de choses. Ça, c'est la réalité. Une personne qui a du mal à se déplacer parce que sa voiture est en bout de course et que le système de surenchérissement des véhicules, y compris électriques, fait qu'elle ne peut plus y accéder. Ça, c'est la réalité. Si la politique, c'est aussi des choses concrètes. Moi, je veux bien qu'on fasse de la philosophie politique, ça me passionne. Hein. Mais je ne dis pas ça de façon condescendante. Vraiment, c'est passionnant. Seulement la politique en soi, c'est la vie concrète de nos concitoyens, individuellement et collectivement. Justement, le fait que la politique se soit éloignée, quelque part, soit montée dans les hautes sphères, et oubliée... Pardonnerai, mais M. Mélenchon dans les hautes sphères, moi, c'est plutôt la base fausse. Hein. On a fait finalement que les Français ne vont plus voter, les Bretons peut-être encore un peu plus. Il y a peut-être un peu plus au centre on la considère assez parce qu'on considère que les élus n'ont plus la capacité à influer sur la vie quotidienne. Sur la vie quotidienne et puis, enfin, sur la vie quotidienne, y compris dans cette projection sur le moyen terme. Moi, ce qui m'inquiète terriblement, moi je fais partie d'une formation politique où l'espoir a un sens, y compris lorsqu'on est au fond du trou, ce qui était le cas du général de Gaulle en 40. Simplement, nos concitoyens désespèrent de l'action publique, désespèrent de l'action politique. D'abord parce qu'on est incapable de donner un cap, on fait du en même temps ou on change de cap tous les 3 jours. Et deuxièmement, on est dans un cadre réglementaire qui est d'une telle complexité que de toute façon, on vous opposera toujours un élément qui vous empêchera de bouger. Moi, je suis malade aujourd'hui pour un certain nombre d'agriculteurs, de chefs d'entreprise, d'artisans qui sont complètement bloqués par tout système de normes excessives. Alors, je vous parle pas des normes environnementales sur... allez, celle qui vient à l'esprit, c'est qu'on va supprimer les chaudières à gaz parce que ce serait producteur de CO2, alors qu'on a des choses d'une performance tout à fait étonnante, un site de production à Morlaix qui est remarquable. Enfin voilà, on désespère les gens. On désespère les gens. Justement, quelque chose qui inquiète aujourd'hui, alors qu'on arrive à Noël, c'est la possibilité de pouvoir payer son électricité. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des difficultés à régler leur facture d'électricité. On nous promet qu'elle ne devrait pas augmenter, en tout cas pas à 2 chiffres, c'est le terme employé, alors qu'on avait l'électricité nucléaire aujourd'hui. Est-ce si vous voulez, on s'est trompé sur le... On a laissé faire des idéologues qui nous ont amenés à mettre en panne la progression de notre production nucléaire, à mettre en panne la production automobile, y compris diesel. Mais ce que je veux dire, attention, c'est un truc à finir en prison, hein. Y compris diesel, lorsque on avait le diesel le moins polluant au monde, et une vraie technicité, et on est en train de faire la même chose avec l'agriculture. Tous les éléments de puissance, tout ce qui fait que la France était écoutée parce qu'elle avait des éléments d'excellence et des éléments de puissance, on se met une balle dans le pied. Et on écoute les bonnes gens qui nous disent moralement que ceci ou cela n'est pas tolérable. Vous voyez, on n'a plus aucun regard
sur ce qui faisait notre fierté, ce qui fait notre puissance relative, hein, nous sommes une puissance moyenne, mais puissance quand même. On va faire la même chose avec la langue et la culture. Vous voyez, enfin... Moi, j'aime beaucoup la démarche aujourd'hui des JA consiste à renverser, vous savez, les panneaux. On a vu ces panneaux mis à l'envers, voilà. D'agglomération. Les jeunes agriculteurs, hein, je dis les JA, pardonnez-moi, les jeunes agriculteurs. Voilà. Parce que on marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais c'est ce que dit tout le monde au café ou au repas dominical, et nos élites ne le comprennent pas. Alors quand je dis ça, on va dire, tu fais de l'anti-élitisme. Non, on marche sur la tête. Est-ce que justement les élites, les politiques, les hauts fonctionnaires ont perdu le sens du terrain? Je pense qu'il y a une paresse intellectuelle qui fait qu'il est beaucoup plus facile de répéter bêtement ce qui se dit globalement à vos micros, au micro des autres, plutôt que de réfléchir par soi-même. Aujourd'hui, on voit ces difficultés des Français qui sont... Alors, vous parliez tout à l'heure d'artificialisation, de zéro artificialisation des sols, à se loger. Il y a cette grande réflexion qui a été conduite d'ailleurs aussi bien à droite qu'à gauche sur le logement en Bretagne. On voit aujourd'hui qu'il y a une pénurie de logements, que les plus modestes n'arrivent pas à se loger. Est-ce qu'il faut relancer ces fameux grands plans, un grand plan logement par exemple? Il faut d'abord libérer le logement. Il faut d'abord libérer la possibilité de bâtir. Il faut d'abord libérer la possibilité de bâtir comme on l'entend. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux bien. Alors, bon, vous avez compris que je ne suis pas un grand fan du plan. Hein. Mais libérons d'abord l'initiative dans ce domaine-là. Libérons la possibilité pour les gens d'accéder à du foncier, de construire un peu comme ils l'entendent, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs souhaits. Mais comment préserver les terres agricoles dans ce cas-là? Attendez, pardonnez-moi là, hein, mais on a combien de terres en jachère? Je n'ai pas le... Non, mais attendez, c'est un élément important, parce que c'est un piège, cette histoire de foncier agricole. Oui, évidemment, il faut le préserver. Les mêmes qui veulent le préserver flinguent les agriculteurs en parallèle, hein. Bon, dont acte. Mais évidemment qu'il faut le préserver. J'ai pas dit qu'il fallait faire les mêmes choses que dans les années 70. J'ai dit simplement qu'aujourd'hui, l'aspiration d'une famille à avoir une petite maison, un petit jardin, c'est légitime. Et je suis convaincu en plus que les familles en question ne souhaitent pas avoir de grandes surfaces elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles souhaitent pouvoir passer du temps autre que entretenir un petit jardin, parce que voilà, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc je crois que la sobriété, on peut y arriver naturellement. Par contre, je ne crois pas à l'approche soviétique. Alors c'est un peu daté quand je dis ça, mais pourtant c'est la dure réalité. L'approche soviétique du zéro artificialisation nette, ça va être dedans, ça va pas être dedans. Mon jardin va être dedans, d'accord? Est-ce que la place de parking que la commune va faire en face, avec, vous savez, des systèmes alvéolés qui laissent passer l'herbe et la possibilité d'une absorption de l'eau, ça va être dedans ou pas? On va rentrer dans le jeu de la liste. Vous savez, ça c'est dedans, ça c'est pas dedans. Donc on va se battre pour que ça ce soit dedans. Mais un élément de détail. C'est absurde. C'est absurde. C'est le plan. C'est le plan. Il y a eu des choses intéressantes sur le plan, mais en l'occurrence c'est le gosse plan. C'est de l'art de faire des listes de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, plutôt que de laisser dans l'esprit la liberté aux gens. Je le disais en commençant, vous êtes conseiller régional de Bretagne. On a une région qui est assez volontariste dans plein de domaines. Vous me direz si c'est exact ou pas. On parle beaucoup des transports, des mobilités qui permettent d'aller d'un point à un autre de la Bretagne. On a l'impression quand même que pour aller du nord au sud, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que la région Bretagne... qui essaie de développer justement ce transport ferroviaire, entre autres, est assez volontariste, ou est-ce qu'il faut pousser plus loin? J'ai posé la question déjà à quelques-uns de nos invités, parce qu'on a l'impression qu'on nous dit, ne prenez pas votre voiture, mais lorsqu'on habite en centre-Bretagne, c'est compliqué de ne pas prendre la voiture. Je ne partage pas complètement votre avis sur la région Bretagne volontariste. Je pense que comme la majorité des collectivités, elle subit, et qu'elle n'a plus de vision. Alors on est dans 3 slogans, moins de carbone, plus d'emploi. Bon, il faudra qu'on reparle de ce qui s'est passé à l'Ifré, pour plus d'emplois.
On est dans bien vivre partout en Bretagne. Ok, vous avez un médecin. Et on est dans plus de Bretagne. Bon. Et on est en panne sur pas mal de sujets, réunification notamment. Donc je pense qu'il y a beaucoup de com'. Et je crois que l'on subit, un contrat de plan État-région sur les questions des transports. Vous savez, moi, la remise en place de la ligne entre Morlaix et Roscoff, je la vois pas venir. La mise en place d'une ligne qui serait légitime, adaptée entre Saint-Brieuc d'une part et on va dire Auray d'autre part. Une région qui s'évertue à dire que les ZFE, vous savez, les zones de faible émission ou de forte exclusion, comme on veut, dans les villes comme Rennes, Brest ou Nantes, ça a du sens. Brest un petit peu moins, mais voilà. On est dans une région qui est dans le politiquement correct du moment. Il faut faire attention avec le politiquement correct du moment, parce que comme on est dans des périodes de grand vent, ça bouge beaucoup, quoi. mais non, on peut pas dire ça. Aujourd'hui, on est dans une région qui subit, je le dirai lors du débat d'orientation budgétaire la semaine prochaine, je pense qu'on est dans une région qui subit l'idéologiquement correct du moment, qui subit la situation fiscale et financière, et qui subit la situation réglementaire qu'elle a appelée de ses voeux sur le logement et sur le zéro artificialisation nette. On parle d'autonomie aussi, hein, c'est le mot, j'allais pas se dire en vogue en ce moment, pour ne pas dire à la mode. C'est une bonne chose, plus d'autonomie pour une région comme la Bretagne? D'abord, c'est dans sa nature, dans son histoire, et deuxièmement, tout ce qui ramène la responsabilité sur le terrain est bon. Ça évite cette espèce de confrontation permanente entre celui qui se sent petit sur le terrain et qui imagine le très grand très loin, et qui par la nature des choses instaure une réaction de conflit. Moi je crois que les prises de responsabilité locales, tout ce qu'on peut faire localement, le plus possible, est une bonne chose. Je crois que le logement doit l'être notamment, de façon à ce que se confronte à la réalité du terrain. Un président de la République nous a expliqué que maintenant le logement ça va être dedans. Enfin bon, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, donc il a donné une mission à M. Woerth pour travailler sur les collectivités. Si l'autonomie c'est ça, si l'autonomie c'est donner les responsabilités au plus près des gens lorsque c'est faisable, moi j'y suis favorable. Dans un vieux mot, ça s'appelait la subsidiarité. Alors c'est un mot savant qui veut dire en substance que ce que je peux faire avec ma famille, je le fais avec ma famille. Ce que je ne peux pas faire en famille, je le fais avec une association ou avec la commune. Ce que la commune ne peut pas faire toute seule, elle le fait avec une intercommunalité. Ce que l'intercommunalité ne peut pas faire tout seul, elle peut faire avec... Voilà, et ce sont les poupées russes. C'est une vieille... un vieux mot politique, c'est une vieille tradition politique qu'on a toujours du mal à mettre en œuvre parce qu'on a un esprit qui est tellement jacobin que on préfère les plans bien réglés et bien huilés. Il nous reste une poignée de secondes, Stéphane de Salier-du-Pin. On a des échéances électorales qui vont arriver en juin prochain. Ça va aller très vite finalement. Ce sont les élections européennes. On dit plus d'Europe encore aujourd'hui. C'est une bonne chose, plus d'Europe, ou attention? Ça veut dire quoi, plus d'Europe? C'est plus de pays en Europe? Plus d'intégration Europe? Enfin, il faut m'expliquer ce que ça veut dire, plus d'Europe. Mieux d'Europe, ça peut s'entendre. Dans le domaine qui est le sien, et on revient à la subsidiarité, à savoir que l'Europe, dans ces cas-là, destinée à faire ce que les nations en soi ne peuvent pas faire toutes seules. Et là, vous imaginez la nature du débat. Bon, ce que je constate, moi, c'est que l'Europe, aujourd'hui, c'est l'OTAN, et que réduire l'Europe à l'OTAN, c'est-à-dire à une action de guerre, sous la férule américaine, c'est un petit peu léger, quoi. Et si l'Europe, c'est celle qui va vous contraindre sur la nature du bois des camemberts, ou la part de jus de pomme qu'on met dans le cidre, voilà, ça suffit, quoi. On en reparlera de l'Europe, on ne va pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Stéphane de Salier-du-Pin, vous reviendrez au micro de la matinale, je rappelle... Pardon, voilà, chers auditeurs, ça s'appelle l'hiver et les rhumes. Stéphane de Salier-du-Pin, je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor, et vous étiez en direct avec nous au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à tous. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.